le titre de notre réunion de ce matin, cette fin de matinée, c'est la contradiction modifie-t-elle la famille. Est-ce qu'on peut avoir avec vous, mesdames, qui se propose de nous faire un petit regard sur 50 ans en arrière, sur les 50 ans qui viennent de passer, puisque c'était le thème, on le fait très librement. Vous voulez peut-être nous... Voilà, et puis ensuite on vous passera. On va vous donner le micro, voilà, ce sera mieux. Je vais vous brancher, il fonctionne. Oui, c'était juste parce que peut-être c'était une mise en perspective historique, peut-être pas sur les 50 ans, mais sur ce qu'a représenté la contraception. Pour un certain nombre de personnes qui sont ici, vous vous souvenez peut-être du slogan féministe qui était « Notre corps nous appartient », qui venait du slogan anglo-saxon « Notre corps nous-mêmes », et qui venait de l'habeas corpus de 1679, « You should have the body », c'est-à-dire que c'est un habeas corpus. Voilà pourquoi je vous proposais de prendre la parole à cause de la question fondatrice de cette affaire, c'est-à-dire que la contraception, qu'on a appelée la maîtrise de la fécondité, qu'on a appelé aussi le contrôle, je vais être très rapide, en tout cas, c'est ce que j'appelle une révolution, c'est-à-dire you should have the body, c'est quand, donc à la fin du XVIIe siècle, les pays anglo-saxons décident qu'il faudra que le corps soit présent et non pas absent de toute juridiction. Donc là, c'est la présence à son propre corps, notre corps nous appartient, c'est le premier sens, et donc la contraception est un habeas corpus. Ça veut dire qu'au lieu que la femme soit sous la maîtrise, c'est une révolution copernicienne, comme je dis, puisque au lieu que la femme tourne autour de l'axe de la nature, c'est la nature qui va tourner autour de quelque chose qui s'appellerait volonté, consentement, décision, etc. Donc, en ce sens, c'est une révolution, qui est une révolution dans l'histoire des femmes, je me permets d'être un peu aussi historienne, et qui est une révolution puisque c'est donc copernicien comme regard. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que de manière parallèle, les droits de la famille, puisque c'était une famille et contraception, les droits de la famille changent énormément. Autour de deux lois, 1965 et 1963, 1970-1975, qui toutes vont marquer l'autonomie, autonomos, source de sa propre loi, la vie des femmes. Elles n'auront plus besoin du consentement de leur mari pour faire un certain nombre de choses patrimoniales ou professionnelles à partir de 65. Elles pourront partager l'autorité parentale et ensuite elles pourront aussi divorcer par consentement mutuel, ce qui depuis 1792 n'était plus possible. Donc ces trois choses montrent l'autonomie des femmes à l'intérieur de l'espace familial, qui est donc en parallèle de la contraception et les lois de la famille. Je suis d'autant plus frappée par ça. Hier, j'étais dans un des pays méditerranéens, un peu loin, et j'ai dû remplir un papier demandant le nom de mon père, pour passer la douane. Il fallait que sous mon nom, à moi, je marque le nom de mon père. Ça m'a quand même troublée, juste alors, revenant ici. Ça, c'est la troisième chose, c'est que je n'ai pas une vision néanmoins, puis je m'arrête là, si optimiste que ça, de cette révolution copernicienne, doublée d'une émancipation des femmes, etc., et à l'intérieur de la famille et à l'extérieur, puisque toute la question qu'il faut discuter, c'est celle ouverte notamment par la critique des droits de l'homme, si tant est que l'habeas corpus serait un droit de l'homme, et c'est peut-être un droit civil plutôt, et quelqu'un comme Georges Orwell, le philosophe, met tout cela ensemble, et là intervient la question sur le biopouvoir. Quel pouvoir, et donc ce serait, je pense, l'objet de la discussion, mais je ne prendrai pas plus le micro, quel biopouvoir est en jeu sur ces 50 ans maintenant de regard, et il n'est pas sûr que tout soit aussi simple que ce que je viens de décrire. Peut-être je laisserai ma voisine répondre là-dessus. Je voulais juste, moi, donner quelques repères historiques au plan médical, puisque je suis médecin, donc je vais assumer cette casquette-là, pour vous rappeler que la première loi que les femmes ont été autorisées à utiliser un contraceptif oral par la loi Neuwirth en 67, puisque Geneviève Fraisse a donné des éléments législatifs et de repères sur le plan de la politique familiale. Il me semble que c'est important que vous en ayez aussi sur le plan strictement médical. Donc la loi Neuwirth en 67 autorise pour la première fois les femmes à utiliser la contraception orale. J'ai du reste appris en venant ici, en travaillant un peu, que finalement les femmes ont pu acheter véritablement les contraceptifs oraux en pharmacie uniquement en 74, donc ça a mis un peu de temps à véritablement devenir efficient. Ensuite, je vous rappelle la loi Veil en 75 qui autorise l'IVG en France, parce qu'il y a eu, à mon avis, d'autres étapes médicales que uniquement la contraception qu'il faut que nous gardions en mémoire aujourd'hui sur le sujet qui nous importe. Et je vous rappelle aussi la première loi de bioéthique, 1994, qui
qui encadre les techniques d'assistance médicale à la procréation. Donc le développement, le premier bébé éprouvette en France, c'est 1983, hein, c'est Amandine, et l'encadrement sur le plan législatif du recours à l'assistance médicale à la procréation, c'est 1994. Et comme vous le savez, les techniques médicales continuent de progresser tous les jours, et continuent tous les jours de donner aux femmes des possibilités, et aux hommes du reste, des possibilités de contrôler encore davantage leur fertilité, et le moment où ils veulent mettre au monde un enfant. Et le dernier dispositif législatif en date, il est très récent, il date de juillet 2011, et il autorise la congélation, la vitrification des ovocytes, ce qui revient au même, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de conditions, les femmes peuvent décider de conserver leurs ovocytes, de les congeler pour une utilisation différée. Voilà. C'était juste quelques points pour... Je suis de cette génération où on ne lisait pas, entre guillemets, n'importe quel bouquin qu'on avait envie de lire. Il y avait la mère, la grand-mère derrière qui disait ça tu peux le lire, mais ça c'est pas pour toi. Et il y avait une petite bibliothèque chez mes oncles et tantes en Alsace d'ailleurs, où il y avait quelques bouquins que théoriquement je ne devais pas lire, où bien sûr j'allais toutes les vacances, c'est absolument évident. Et il y en avait un notamment qui s'appelait Ton corps est à toi. Je ne me souviens pas de l'auteur, je me souviens de l'avoir dévoré, mais c'était, ça devait être l'époque de, je ne sais pas moi, de Paul Bourget ou quelque chose comme ça, je ne sais pas l'auteur, et j'avais été très très impressionnée, c'était les garçons, c'était ce genre de choses. Bon, mais dans ma pratique de gynéco, ce qui a été extraordinaire, c'est que je suis arrivée, en même temps que la contraception, à exercer mon noble métier. Et que j'avais presque l'âge de mes patientes, à qui je pouvais dire, mais oui, vous avez lu Françoise Sagan, vous avez entendu beaucoup de choses, vous avez assisté à des débats, eh bien oui, vous avez droit à une vie de femme, à une vie sexuelle qui ne soit pas au risque ou avec la nécessité de la reproduction, et une sexualité sans procréation, une sexualité de plaisir où personne d'autre n'est son mot à dire que vous, eh bien oui, c'est pour vous. C'est peut-être fabuleux d'être celle qui apportait cela. Ce d'autant plus qu'au début, nous n'avions pas la peur du sida qui est arrivé après, qui a changé un petit peu les choses, mais j'avais le sentiment d'ouvrir les portes de la vie, bon, j'exagère un peu, hein, mais ça fait plaisir, à mes patientes jeunes, à qui, si vous voulez, elles étaient fascinées par ce qu'elles avaient lu et entendu, mais nous l'avons mis en pratique ensemble. Et c'est ça que je trouve qui a été une arrivée dans la vie du gynécologue absolument extraordinaire. Une révolution. Hein. Une révolution. Mais je repense à ce que vous dites, ou à ce qu'on a dit sur la révolution copernicienne, ça ne s'est pas passé, même si les lois étaient là, si facilement. Au moment où la pilule est devenue un petit peu plus achetable, trouvable, etc., parce que pendant longtemps, on a envoyé nos patients en Angleterre s'acheter des diaphragmes, et qui n'arrivaient pas toujours. Oui, le Conseil de l'Ordre a quand même publié des choses du style que les femmes ne savent pas à quoi elles s'exposent, qu'elles vont avoir un cancer, qu'elles vont être stériles, ça traîne encore d'ailleurs un petit peu. Il y a eu des politiciens éminents, si éminents que les noms m'échappent totalement, qui ont écrit des choses épouvantables, que bien entendu maintenant, en gros, c'était on ne pourra plus tenir les femmes à la maison, qui s'occupera des bébés, vous avez oublié qu'elle n'en ferait pas, qui s'occupera des bébés, et puis pour l'homme, c'est une véritable perte de sa virilité. C'est à peu près comme ça. Donc c'était bien de se sentir anarchiste, littéralement, en faisant des choses qui me semblaient de la vraie médecine. Et mon Dieu, ça a commencé comme vous le disiez. Et on n'a pas oublié non plus les larmes de Simone Veil à cette fameuse session, même si aujourd'hui elle dit qu'elle ne pleurait pas, mais qu'elle avait la main, qu'elle avait son visage dans ses mains parce qu'elle était épuisée. Mais c'est vrai qu'on a gardé un souvenir extraordinaire de cette Elle était très très malmenée. Il y a beaucoup de pudeur avec ça aujourd'hui, mais elle a été épouvantablement malmenée. Alors, il y a ses propres collègues. C'est sûr. Il y a peut-être une chose qui a changé par rapport au slogan dont vous parliez, c'était un enfant quand je veux, si je veux, mais maintenant, avec l'âge, ça devient un enfant quand je peux. Et je pense que ça, il faut aussi le prendre en considération. Je reviens une seconde sur ce que vous disiez de la congélation des ovocytes. Je trouve ça à la fois fabuleux et terrifiant, comme vous sans doute. Parce que, oui, on va par là-bas. Parce que justement, l'idée de ces jeunes femmes entre 35 et 40 ans, qui n'ont pas trouvé le monsieur avec qui faire le bébé, ou qui n'ont pas terminé leur cours, leur échelon de travail, que sais-je, leur vie, et qui se disent, bon, ben, c'est pas très grave, puisque moi j'ai toujours l'air jeune, mais que les ovaires ne le sont plus, eh bien je vais y penser d'avance, et je mets les ovaires au frais,
de façon à les trouver quand j'aurai trouvé le monsieur avec qui je vais rêver, quand ce sera le moment pour moi, etc. Alors, moi, ça me fait encore un peu l'effet de George Orwell, de ce genre de choses, mais peut-être qu'il faut aussi que nous fassions certaines idées nouvelles, même si, de prime abord, elles peuvent choquer. François Duxelles, quel est le... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces 50 dernières années, la façon dont c'était vécu? Après, on va parler d'aujourd'hui, bien sûr, en tant que psychologue clinicien, chercheur, philosophe de cette chose-là. Vous avez beaucoup, après, il ne faut pas s'emparer du titre des autres, vous avez beaucoup travaillé, et on le sait ici à Strasbourg. Quel est le regard que vous avez porté sur ces 50 dernières années et cet aboutissement? Il marche mon machin? Oui, le machin marche. Oui. Alors, je voudrais intervenir, enfin, puisque le clinicien est psychanalyste, sur la relation. C'est-à-dire, on a entendu beaucoup de choses, tout à fait juste et passionnantes à mon sens, sur l'évolution du rapport des femmes à la contraception et de la contraception dans le rapport aux femmes. Je crois que la question de la modification de la famille est une question qui engage la relation entre les hommes et les femmes. C'est donc sur ce point de la relation entre femmes et de la modification de cette relation que je voudrais dire quelques mots en disant que durant ces 50 dernières années, je distinguerai deux périodes. Une première période, je les distinguerai à partir de la clinique, c'est-à-dire essentiellement à partir d'une pratique particulière, qui est la psychanalyse, la psychothérapie et les entretiens. Première période, je vais vous raconter deux petites histoires, vous comprendrez tout cette première période. Ça rejoint ce que disait Geneviève. Les petites histoires, c'est des histoires cliniques, donc un jour un monsieur, c'était vers 1980. Un monsieur vient me consulter, je l'ai appelé monsieur Vosges, il est venu parce qu'il a une amie avec qui il était en liaison, qui était tombée enceinte. Et la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit, elle m'a fait un enfant dans le dos. Alors voilà, un point de repère, mais qui est un point de repère pour moi, je ne l'ai plus entendu chez les jeunes. Et c'est très important de voir comment les mentalités, à travers les discours, changent. Donc M. Vosges est venu voir, bien entendu, parler de son problème, parce que tout à fait habitué à la puissance paternelle, à la position du moins chez les autres, lui était plus jeune, pas marié chez deux maris, il avait le sentiment que cette femme avait probablement oublié de prendre sa pilule et avait fait un enfant dans le dos. Alors je vous rends attentif à ceci. Qu'est-ce que ça veut dire faire un enfant dans le dos? Écoutez l'expression. La deuxième petite anecdote, toujours il y a 50 ans, disons on va dire il y a 30 ans, c'est une dame que j'appellerai Martine et qui est venue pour diverses raisons, comme psychothérapie, en fait c'était pas très grave, c'était absolument pas pour la raison que je vais vous dire. Elle avait une particularité, elle avait fait le tour du monde après mai 68 et elle était dans 3 endroits différents, elle avait choisi un mâle pour se faire un enfant. Et elle a eu donc 3 enfants de 3 pères différents, si on peut dire comme ça, mais je ne suis pas sûre que ce soit des pères. C'est des géniteurs, bien entendu. Essayez de garder le micro pour la bouche pour vous entendre bien. Et donc cela illustre ce que je dit tout à l'heure, un enfant, si je veux, quand je veux, ça a été une espèce de point entre 70 et 80. Si je le rappelle, puisque vous me posez la question il y a 50 ans, c'est que je ne crois pas que les mentalités disparaissent comme ça par un moment, et donc probablement il y a quelque chose actuellement. Je tiens le micro. Et donc il y a probablement quelque chose qui est en sous-jacence à ce qui caractérise aujourd'hui. Et ce qui caractérise aujourd'hui, on y reviendra dans la discussion, c'est quelque chose avec mes collègues, nous avons entendu dans
c'est vrai que de la grâce sur contraception IUG, dont j'ai été pendant quelques années la responsable scientifique, ce sont des femmes pour qui la maîtrise de la contraception est très relative. C'est-à-dire elle est très relative pour toutes sortes de raisons, dont la première est la prise en considération de la parole de l'homme. Lorsqu'elles viennent demander par exemple une IUG, je pense au cas de Diane, dont Lisa Alice est présente m'avait parlé, eh bien, elle demande cette IUG au nom de 2 raisons qui font partie de ce qu'on appelle les normes procréatives. Ces raisons étant, d'une part, le fait qu'elle n'a pas d'argent et ne peut pas avoir plus de 2 enfants, et qu'elle a discuté avec son mari qu'elle ne peut pas avoir plus d'enfants que ce qu'ils ont actuellement, c'est-à-dire 2 et non pas 3. Il y a donc une évolution de mentalité, mais qui reste évidemment à l'étude. Alors, au niveau de ces évolutions, au niveau puisque c'est ça le thème principal du débat d'aujourd'hui, en quoi ça aurait modifié la famille. Je note que les organisateurs ont placé dans le petit opuscule que tout le monde a lu, ils ont cité un cas parmi d'autres qui me paraît important d'évoquer. La première de ces conséquences, c'était l'altération de la paternité. Qui est le père dans une société où pour la première fois la femme choisit quand et avec qui elle veut un enfant? Est-ce qu'on a noté, est-ce que vous avez noté, mesdames, alors je prends la parole qui veut à ma question, cette altération de la paternité 50 ans plus tard, est-ce que c'est quelque chose de notable? Est-ce que la paternité est vraiment altérée? Est-ce que... Je suis absolument contre l'expression altération. Ça veut dire altération, qui est donc dans le petit résumé qu'on nous a proposé, ça voudrait dire que la bonne paternité, c'était la paternité d'avant 70, d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Elle est altérée, vous entendez le terme? Eh bien non, elle n'est pas altérée. C'est-à-dire qu'au contraire, après une phase de désarroi tout à fait grave, importante, des familles, autant les mères que les pères, depuis les années 2000, ce qu'on voit, ce sont des hommes qui sont très soucieux de s'occuper de leurs enfants et d'avoir des responsabilités auprès de leurs enfants. C'est le seul moyen pour eux d'être père. La paternité, non, ne disparaît pas. Et qui est le père? Eh bien, ceux qui s'occupent des enfants, qui en sont responsables. C'est fini, ils ne peuvent plus s'abriter derrière une puissance quelconque, qui s'appelle la puissance paternelle. Il faut qu'ils mettent la main à la pâte. Moi, c'est précis. Geneviève Fraisse. Moi, je suis dans un autre vocabulaire, donc en parallèle, l'idée que j'ai pris au sérieux le mot famille, qu'on avait mis dans le titre, donc en rappelant deux ou trois lois récentes, avec toute une interrogation qu'on peut élargir, qui est que fait la démocratie avec la famille? Que fait la démocratie avec la famille? C'est une question qui, au milieu du XVIIIe siècle, quand Rousseau écrit le contrat social, doit être absolument séparé, c'est-à-dire que pour maintenir justement l'autorité paternelle, il va donc séparer la famille de la cité, c'est-à-dire reprendre la tradition aristotélicienne sur la famille comme hétérogène à l'espace public. Pourquoi? Parce que sous la monarchie, du père au roi, la conséquence est bonne. Si on arrive en démocratie, est-ce que de l'espace public à l'espace familial, la conséquence va être bonne? En gros, est-ce que tous ces individus qui font partie d'un ensemble familial vont avoir ou pas des droits identiques? Ça ne veut pas dire que ça va en faire, je saute par-dessus exprès la question des atomes dans la famille qui seraient individualisés, individualistes, etc. Et j'avais tenté d'écrire un livre qui s'appelait Les deux gouvernements pour montrer que la famille, c'est un gouvernement domestique de la même façon qu'il y a un gouvernement politique. Alors, je fais tous des tours, pourquoi? Pour reprendre la question des droits. Avant de parler de l'autorité paternelle, je ne sais pas si ça a été abordé cette semaine, mais la question du rapport entre l'homme et la contraception mériterait d'être posée autrement que ce qui lui serait donné ou enlevé. Parce qu'on sait bien, je crois que là, moi je ne suis pas praticienne, ni sur le terrain, mais on sait bien quand même que la contraception masculine, on n'y arrive pas. Elle n'est pas possible. Alors pourquoi elle n'est pas possible? Parce que castration? Parce que quoi? Donc là, quelque chose se joue aussi du pouvoir ou pas de prendre ou de donner. Alors c'est compliqué parce que du coup la femme peut effectivement faire un enfant dans le dos. Mais si je m'en tiens à la question de l'intérieur de la famille, ce qui compte, c'est de voir, parce que la question que le père
le père ou l'homme perd quelque chose, ça fait 200 ans que ça dure. Chaque fois que les femmes obtiennent quelque chose, c'est sûr qu'il y en a un qui va prendre ça sur la figure. Alors c'était quand ça a été l'emploi, le travail, le baccalauréat équivalent dans les années 20, ah ben alors là ça allait détruire la famille. Donc l'argument de la destruction de la famille ou de la destruction de la classe masculine est ce que j'appelle une ritournelle. Hein. Ça fait 200 ans que ça dure, à chaque fois que la démocratie avance un peu. La deuxième chose que je voudrais ajouter pour la discussion ici, c'est réfléchissant finalement à là où les droits des femmes avancent ou pas dans la société. Alors il y a la question de la parité qui n'avance pas tellement, la question de l'égalité professionnelle complètement bloquée, etc., etc. Et ce qui est curieux quand même, c'est de voir finalement la contraception, l'avortement, toujours un sujet du politique, l'avortement. Quand arrivent les élections, dans le monde entier, que ce soit au Brésil, aux États-Unis ou en Europe, moi ça me fascine. C'est un symptôme politique, la question de l'avortement. Parce que là, pour le moment, on en parle contraception et avortement, mais ça se distingue, bien entendu, tout le monde le sait, et c'est une question politique. Donc, mais juste un mot, et je m'arrêterai là. Je suis frappée finalement, je crois, que les droits dans la famille, par exemple, le partage de l'autorité parentale, ce qui est quand même une révolution là aussi, hein, par rapport à ce qu'était l'autorité paternelle, la hiérarchie dans la famille, etc., qui a quand même duré du Code civil à la fin du XXe siècle. Est-ce que c'est réversible? Par exemple, moi j'avais trouvé une formule qui était les droits des femmes sont réversibles. Oui, je pense sur l'avortement, peut-être même la contraception, avec l'histoire des technologies, une question qui me passionne aussi. Mais les droits dans la famille, c'est-à-dire le fait qu'on ait cessé de devoir demander l'autorisation à l'homme des choses comme ça, c'est peut-être irréversible ça. Enfin voilà, c'était une des interrogations que j'avais. C'est-à-dire peut-être là c'est du solide, hein, le partage, ce type de partage. Alors du coup, je mets un peu en ortie l'histoire de l'altération. Le ciel ne vous entend pas. Allez, Oui, non, mais bien sûr, je ne m'adresse pas au ciel. Michel Lacroussi. Disons que vous préférez les princes qui nous gouvernent. Ouais. C'est plus précis. On est assez loin du ciel, effectivement, dans ce cas-là. Vous vouliez ajouter quoi? Oui, revenir au 7e ciel, et j'arrête ce genre de choses. Non, continuez, c'est plaisant. Je pensais, avant de parler du père, vous êtes élevé, et je le comprends, l'une de vous deux, contre le terme altération. Et j'étais en train de penser que si je ne me trompe, en musique, les altérations, c'est les dièses et les bémols. Alors, le dièse, c'est bien, on est une note au-dessus, le bémol, c'est moins bien, parce qu'on est en dessous, mais c'est la vie. On est souvent, il y a la ligne, comme en musique, sur la portée, puis la dièse un peu au-dessus, le bémol un peu en dessous. Moi, ça ne me déplaît pas, l'altération, je dois avouer. On se sent là. Promettez-moi qu'on ne va pas s'engager dans la sémantique. Ceci étant, par rapport au rôle du père, je voudrais dire que l'enfant dans le dos, ça s'est fait encore, hein, ça s'est toujours fait, je me suis mal exprimée, c'était autrement, c'était pas grâce à la pilule, mais enfin bon, je crois que les petites manigances dans les couples, elles ont toujours existé, et j'ose espérer qu'elles existeront toujours, même si c'est souvent au dépend de quelqu'un. L'image du père, moi je pense que ce qui a disparu, le code Napoléon nous l'avait assez asséné, après les Romains, c'est l'image du pater familias, celui dont tout dépend, que ce soit l'organisation interne, intime, que ce soit les choses externes. Je m'excuse de parler sans arrêt de moi, mais j'ai encore souvenir de ma mère me racontant qu'elle ne pouvait pas avoir de carnet de chèque à son nom, et si elle avait voulu faire je ne sais pas quoi, peu importe, elle ne pouvait rien faire sans l'autorisation de son mari, ce qui quand même, moi, même avant la contraception, me paraissait monstrueux. Par contre, le père, tel que la contraception, la vie d'aujourd'hui, la liberté des femmes, l'a plus ou moins transformé, moi je pense qu'il a une place extraordinaire, au contraire, et qu'il la revendique. C'est pas seulement parce que les jeunes pères changent les couches de leurs enfants, ils ne font pas beaucoup plus la vaisselle ou le ménage à la maison, nous sommes bien d'accord, mais ils ont, je crois, par rapport à leurs enfants, le sentiment qu'ils ont un rôle important et qu'ils sont importants dans l'évolution des enfants, pas seulement dans l'éducation, etc. Et je pense qu'ils ont une forme de proximité qui fait que parfois on en voit qui ont la cinquantaine, ou même plus, et qui disent c'est dur ce qui s'est passé pour moi, je n'ai pas vraiment vu grandir mes enfants, ils deviennent d'ailleurs des bons grands-pères, de temps en temps ils font un petit enfant de 2 ans avec une fille plus jeune, et que là ils s'en occupent beaucoup, c'est vrai. Mais je trouve au contraire qu'ils ont un rôle dans la famille qui n'est plus le même, heureusement, qui n'est pas le tout chapeauté et tout décidé, mais qu'ils ont une, je ne sais pas comment le formuler, quelque chose d'interne et de profond vis-à-vis de leurs enfants qu'on croyait seulement le propre de la femme.
Et là, je crois qu'il y a quelque chose d'une évolution qui est passionnante, même si c'est vrai que les jeunes hommes semblent avoir un peu plus peur des femmes qu'autrefois. Mais est-ce que c'est justifié cette peur? Ça, je ne sais pas. L'arrivée de ce nouveau père, après je vous donne la parole, l'arrivée de ce nouveau père, est-ce que c'était pas justement ce que craignaient les vieux réactionnaires que vous avez évoqués tout à l'heure au moment des Primo-Lois? Oui, parce qu'ils ont l'impression que ça débilise. Est-ce que c'était pas ça qu'ils avaient... Alors en dehors de cette perte de virilité potentielle, et ça c'est un peu le cinéma des politiques de temps en temps à la tribune, mais en dehors de ça, est-ce que c'est pas un facteur de nouvelles libertés fondamentales et que ces gens au fond craignaient, quoi? Parce que ce nouveau père qui apparaît comme ça sur la scène de la famille, c'est forcément un homme mieux dans sa peau, plus libre, déverrouillé de tout un bazar ancestral. Ça fait pas un petit peu peur aux politiques, ça? Si, certainement, c'est d'autant plus que si ça fait quelque chose de nouveau, c'est pas seulement pour l'homme, c'est pour le couple. Bien sûr. Ça fait quelque chose de différent dans les relations hommes-femmes et donc toutes les relations sociales aussi. C'est sûr qu'il y a... Mais quels sont les gens d'un certain âge, et encore plus les politiques, qui n'ont pas peur de ce qui est nouveau? La nouveauté, c'est dangereux. Ça revient à ce que je vous disais. Oui, voilà, c'est ça. tout à fait d'accord. Mais quant à penser, alors je vous laisse la parole juste pour dire une chose, puisqu'on avance vers cette idée-là. Moi, je trouve qu'il y a là encore, dans le vocabulaire ou dans la sémantique, il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est soi-disant la recherche de l'égalité homme-femme. L'égalité, elle ressort, bien sûr. Il n'y a pas d'égalité, et c'est pas vers cela qu'on veut tendre. La fameuse petite différence, eh bien, ce sont des grandes différences, et on s'apporte l'un l'autre avec nos différences. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. En amitié, je pense qu'en amour et entre guillemets en vie commune, c'est important que chacun ait sa place, son rôle, sa façon d'être, sa façon de penser, qui n'est pas celle de l'autre. Cher monsieur, vous nous donniez le droit de contredire ou d'intervenir. Je vous ai pas donné l'occasion, faites ce que vous voulez, madame, c'est vous. Juste une chose, le débat philosophique n'est pas entre égalité et différence. Je suis obligée de le dire. Parce que l'égalité... Non mais la conversation courante. Oui, mais justement, nous sommes là pour refuser la conversation courante. Or, le débat, c'est entre différence et similitude, égalité et liberté. Il y a 4 termes et pas 2. J'y tiens énormément si on veut parler d'égalité. Voilà. C'est pour ça que je me suis permise, puisque vous nous le demandiez. Vous précisez ce que je pensais, donc... Voilà. Oui, non, mais au cas où on voudrait opposer différence à égalité, ça ne fonctionne pas politiquement parlant. Donc, Philosophiquement opposer, c'est parlant. remplacer. Oui, mais ça c'est pas un couple. D'accord. C'est pas un couple. Vous pouvez témoigner sur ce nouveau père dont on parlait, et donc alors, ça vous fait rebondir du coup sur toutes ces choses-là. Je ne sais pas si je vais témoigner sur les nouveaux pères, mais en tout cas, on pourrait penser que ces nouveaux pères vont peut-être faire peur à ces nouvelles mères, puisque ces nouvelles mères vont faire que de travailler et s'épanouir professionnellement, et que les nouveaux pères vont, eux, s'occuper de leurs enfants. Enfin, sauf de... Bon. Non, ce que je voulais, c'était revenir avant de vous répondre sur le père, sur la première question, qui est: est-ce que c'est la contraception qui a modifié la famille? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas à cela. On l'a tout dit, je pense, hein, et... comme vous l'avez compris, il y a eu énormément d'outils qui ont été mis à la disposition des femmes, et ces femmes, leur quête, c'est une quête d'émancipation et de liberté, et de création d'elles-mêmes. Et elles ont utilisé les outils disponibles, qui sont les outils notamment que la médecine a mis à leur disposition, mais pas que la médecine. Et le vrai sujet, c'est que les femmes ont cherché et continuent de chercher à s'émanciper et à réfléchir à quelle est la meilleure voie pour s'émanciper. Et effectivement, je pense que ce n'est pas fini. Et elles ont utilisé autant les moyens de la contraception que d'autres moyens, que les moyens de l'IVG, comme on le disait tout à l'heure, ou les moyens de la fécondation in vitro ou l'assistance médicale à la création. Il n'est pas du tout sûr du reste que ça ne revienne pas en arrière. Moi, je connais des jeunes femmes aujourd'hui qui ne veulent pas utiliser la contraception et pour lesquelles c'est un moyen d'émancipation que de se distinguer de cette façon-là. Après tout, pourquoi pas, chacun est libre. Peut-être que le vrai sujet, aujourd'hui, ça serait de considérer que chacun puisse enfin être libre. Oui, sur ces questions-là, les hommes comme les femmes. Donc ça, c'est la première chose. Il me semble que ce qui a peut-être modifié la famille, ce n'est pas la contraception ou les progrès médicaux, mais peut-être l'émancipation de la femme. Mais pas que l'émancipation de la femme. Parce que l'émancipation de la femme, comme vous l'avez dit, c'est aussi l'émancipation de l'homme. Ça a aussi permis à l'homme de se débarrasser d'un certain nombre d'attributs et de réfléchir à comment il avait envie de se positionner dans l'existence. Et si la femme s'est émancipée, c'est non pas seulement au plan sexuel de sa capacité reproductive qu'elle a réussi à mieux contrôler, dont elle va réussir à l'avenir de plus en plus à la contrôler du reste.
je voulais vous dire qu'il est tout à fait possible, dans les années qui viennent, qu'il y ait des jeunes femmes qui demandent à congeler leurs ovocytes, non pas à 35 ans, parce que c'est trop tard, 35 ans. Nos ovocytes, ils sont bons à 25 ans, ils ne sont pas bons à 35 ans. Donc c'est à 25 ans qu'il faut congeler ces ovocytes si on veut les utiliser après. Et je pense qu'il y aura des femmes qui congèleront leurs ovocytes à 25 ans, et puis qui tomberont enceintes peut-être à 28, mais avec un homme avec qui elles n'ont pas envie d'un enfant, et qui recourront à l'IVG, et qui ensuite iront demander leurs ovocytes pour faire un enfant au moment où elles le voudront, avec l'homme avec qui elles le voudront. Tout le monde criera au scandale et à l'immoralité publique et à la catastrophe que la médecine a induite au plan des femmes. Non, ce n'est pas la médecine qui induit ça. Les femmes, elles s'émancipent toutes seules et elles utilisent les moyens qu'elles veulent. La médecine, elle ferait bien de rester modeste, elle n'a rien à voir dans tout ça. Elle suit, elle ne fait que suivre et qu'accompagner. Alors, je reviens à mon émancipation. Il n'y a pas que l'émancipation sexuelle ou reproductive qui a conduit la femme à acquérir toute liberté. Il y a aussi le fait que pour elle, c'est important de s'épanouir professionnellement, et ça lui a donné la liberté de s'épanouir professionnellement. Et cet épanouissement, c'est aussi une composante aujourd'hui nouvelle, c'est-à-dire que ce n'était pas aussi important que ça autrefois de s'épanouir en tant qu'individu, en tant que femme et en tant qu'homme, et dans une relation homme-femme. Aujourd'hui, la relation homme-femme me semble être fondée moins sur des fondamentaux, des bases différentes d'autrefois. On attend quelque chose de la relation homme-femme qui est autre chose que de fonder famille. Ça ne suffit plus de fonder famille. C'est peut-être une des façons de réaliser une relation homme-femme, mais ça ne suffit plus. Alors on peut considérer que c'est mal de vouloir s'épanouir, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui est de notre responsabilité intime, éthique et morale personnelle que d'imaginer que nous avons pour devoir de nous épanouir au mieux nous-mêmes. Et je pense que les gens, c'est ça qu'ils cherchent, tous les gens aujourd'hui. Et finalement, nous les accompagnons en leur donnant des outils pour qu'ils se réalisent plus eux-mêmes. Il y a aussi la longévité, la durée de la vie. La durée de la vie, 90 ans aujourd'hui, 90 au minimum pour les hommes et les femmes, ça fait que la relation homme-femme, la famille, la composante que représentent les enfants dans une vie n'est plus du tout la même qu'autrefois. Tous ces éléments ont perturbé fondamentalement les choses. Aucun n'est responsable. Et nous avons une réalité qui est nouvelle et avec laquelle il faut faire et il faut fabriquer de la vie, il faut continuer d'avancer. Et moi je trouve que ce qui est absolument passionnant, c'est que cette créativité sociale est extrêmement forte. Il ne faut surtout pas l'empêcher, il faut l'accompagner. Et la créativité sociale, c'est indispensable à préserver. La médecine ne fait que l'accompagner. Le rôle des pères là-dedans, moi je suis comme mes voisines, c'est-à-dire que je pense qu'ils sont en train de se réinventer dans ce paysage mouvant, et de se réinventer autant que les femmes. Et la famille, elle se réinvente elle aussi. Moi, je ne sais pas quelle est la définition de la famille aujourd'hui. J'ai lu par exemple le bouquin de Martine Gross que j'ai vu arriver là, il y a quelques minutes au fond de la salle, qui explique comment les couples homosexuels ont développé ce qu'on appelle aujourd'hui les coparentalités. Eh bien, vous avez des couples homosexuels qui décident de faire avec un autre couple homosexuel en général un enfant. Et ils deviennent des coparents. Mais ce que j'ai appris grâce au livre de Martine, c'est que parfois il n'y a qu'un seul membre des couples homosexuels qui a envie de devenir coparent. L'autre, il n'a pas envie. Et il devient coparent avec un membre ou deux membres de l'autre couple. Et alors c'est quoi la définition de la famille? C'est les quatre? C'est les deux qui veulent devenir coparents? C'est les trois qui veulent devenir coparents? Et c'est quoi? Où est-ce que ça commence et où est-ce que ça finit la famille contemporaine maintenant? Et la famille qu'on a pour nous? Moi, je ne sais pas vous répondre à ça. Les personnes de la troisième génération, les grands-pères, etc., les grands-mères, les grands-parents, les arrière-grands-parents, quand on voit les jeunes générations, ils font parfois partie de la famille, parfois moins que les coparents en question. Moi, je ne sais pas c'est quoi la définition de la famille aujourd'hui et comment elle va évoluer. Ce que je sais, c'est que je crois en la créativité sociale. Je pense que c'est elle notre bonne boussole. Il faut laisser les gens libres de constituer famille, de faire enfant, comme ils veulent. Ce que je peux vous dire, moi, dont je peux vous témoigner au sein des cliniques, tous ces gens que nous recevons au quotidien, c'est que pour eux, l'essentiel, c'est le lien. C'est la fabrication de la relation qu'ils vont faire avec leur compagnon, leur compagne et leur enfant. Et pour eux, c'est l'essentiel de l'existence, c'est leur boussole. Ma foi, si ça s'est conservé, je ne m'inquiète pas beaucoup pour la moralité de la famille. Je pense que c'est une valeur essentielle.
Merci pour ces propos. Est-ce que ça fait panique, ça, tout ça? Est-ce que vous observez que ça peut paniquer une partie de la société, voire toute la société actuelle, toutes ces avancées? Et c'est parce que, dans ce qu'on a depuis une demi-heure que nous parlons ensemble, le mot qui était le plus fréquemment cité, c'est pas le mot pilule, c'est pas le mot femme, c'est pas le mot contraception, c'est le mot liberté. C'est le mot liberté. Et ça peut paniquer certains membres de la société. Je crois que la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de panique. Vous avez rappelé les travaux de Madame Gross, sur les homosexualités, les homoparentalités. Ça panique certains, mais ça c'est leur problème, j'ai envie de dire, parce que c'est des positions idéologiques qui ne sont pas justement du côté de l'ouverture, donc on pourrait qualifier de démocratique. J'ai été frappée par le fait qu'il n'y a pas de crise. C'est quand on reçoit en consultation des personnes, ils ont des problèmes, des problématiques, ils viennent demander est-ce que j'ai le droit de parler en temps dans une famille recomposée, est-ce que j'ai le droit de parler pour l'adolescent dont le père géniteur n'est pas chez nous. C'est une histoire tout à fait précise. Cet adolescent a fait une tentative de suicide et cet homme se posait la question avec beaucoup de souffrance, comment puis-je aider ma femme à répondre à ce que j'ai le droit de parler. Voilà des questions qui se posent. Pas de panique et pas de crise. Vraiment pour moi, c'est clair, en tout cas en ce qui concerne les consultations et cliniques. Israël voulait... J'aimerais arroger le rôle de provocateur et peut-être de la première question du premier commentaire. Pas de panique, je suis d'accord, mais hier ou avant-hier, dans un des débats, une femme qui travaille dans un foyer de jeunes adolescents nous a dit, on parlait d'anthropologie avec Maurice Godelier qui était là, qui disait il y a eu toutes les formes de famille, etc. Est-ce que vous vous rendez compte, disait cette femme, que les adolescents vont mal, qu'il y a une véritable crise, qu'il y en a plein qui sont dans nos maisons, qu'ils sont, disait-elle, dans une perte de repères, qu'ils essayent de trouver des repères dans des addictions et que le nombre d'adolescents qui vont mal a cru de manière exponentielle dans les 20 dernières années. Alors la question qu'on peut se poser, parce que quand on cherche à savoir pourquoi ils vont mal, c'est bien, bel et bien la place du père qui s'est modifiée dans ces 20 dernières années, où ma question est la suivante, n'y a-t-il pas à mettre en lien l'évolution de la famille avec des pères beaucoup plus absents, et moi qui vois des femmes à longueur de journée, je vois des femmes qui arrivent au 6e mois en larmes, il est déjà parti, j'avais pas vu ça avant, c'est-à-dire des gens qui ont décidé ensemble d'arrêter la contraception pour faire un petit, il n'y a même pas le temps d'attendre qu'il soit né, qui est déjà parti. Donc est-ce qu'il n'y a pas une crise de la paternité qui est liée à la manière dont les enfants viennent? Avant, on discutait même pas, les enfants venaient sans qu'on ait besoin de prendre une décision positive de cela. Encore une fois, je ne suis pas là pour critiquer la contraception, bien sûr, mais je cherche à savoir et puis à discuter le fait que cette famille qui change, elle est un peu au détriment de la paternité, sûrement en témoigne la crise des adolescents aujourd'hui. Et la question que je pose, c'est voyez-vous également un lien entre cette modification de la famille sur laquelle on trouvera des moyens de s'arranger, je ne suis pas dans le pessimisme, entre cette modification de la famille et le fait qu'on ait été amené dans les 40 dernières années à décider la venue d'un enfant et non plus... Mais qui est dans le plat, donc exprès, voilà. Moi je pense, j'ai envie de faire deux réponses. La première, c'est de suivre ce qui vient d'être dit sur l'importance des liens. Et je citais tout à l'heure le mot que moi j'ai repris dans l'ancien régime qui est gouvernement domestique, j'y tiens beaucoup. C'est-à-dire que s'il y a évolution des libertés de chacun, des autonomies de chacun, donc de l'émancipation, effectivement des femmes plus que celle des hommes, puisque nous étions quand même sous un autre régime de domination, pour ce qui est de la famille, je ne parle pas du reste. Mais déjà là, l'idée du gouvernement domestique, qu'on soit homo, hétéro, marié, paxé, je ne sais quoi, moi ça m'était venu au moment des débats sur le Pax, justement. L'important, c'était comment on organise le lien, par le fait qu'il y a du débat démocratique dans l'espace domestique comme dans l'espace politique. Ce débat démocratique, c'est qu'il y a des personnes qui ont des pouvoirs identiques et qui ont l'autorité sur
la génération d'après. Ça n'empêche pas du tout l'autorité. Moi, c'est aussi une remarque que je cite souvent, c'est mon fils rentrant de l'école, voulant pas débarrasser parce qu'il avait appris la déclaration des droits de l'enfant. C'est-à-dire qu'on a tous des expériences comme ça, très drôles. Un enfant qui rentre de l'école et alors maintenant il a des droits. Donc il y a des tâches domestiques, évidemment, il ne fera plus. Par exemple. Non mais c'est rigolo parce que ça m'avait aidé à penser ce que c'était que le gouvernement s'il était dans l'espace domestique. Donc ça, moi je crois assez à cette image-là plutôt que l'image de la famille. Ça m'évite les débats anthropologiques. Et ça reprend aussi là où nous en sommes, c'est-à-dire qu'il y a, effectivement, nous sommes dans une société démocratique où la question de l'émancipation des femmes est non seulement posée, mais même en acte. Après, ça s'arrête. Et je le relis un deuxième point pour répondre aussi quand même aux deuxième question que vous posez. Moi, j'ai un sujet, ça a déjà été évoqué tout à l'heure, un vrai souci, c'est la question de la temporalité. C'est-à-dire que si c'est une révolution copernicienne, c'est-à-dire que si on peut enfin, c'est la nature qui tourne autour du corps de la femme et non plus l'inverse, à partir du moment où la contraception est rendue possible, d'abord scientifiquement, ensuite techniquement, très bien. Mais il y a deux possibilités, il y a deux choses qui s'ouvrent. D'abord la question des technologies, c'est-à-dire la reprise du pouvoir par la technologie, par les techniques. Ça, on y assiste, vous devez y assister tous 1000 fois plus que moi, ou moi c'est seulement dans mon entourage, mais vous c'est professionnellement. Et ça c'est la première chose, mais surtout c'est la question du temps. C'est-à-dire que finalement, mettre des enfants au monde, c'est un rapport au temps, à tout point de vue. C'est-à-dire alors c'est quand je veux, bien sûr. Alors toutes ces jeunes femmes qui arrivent entre 35 et 40 ans qui n'arrivent pas à faire d'enfants, c'est absolument stupéfiant. Et ça rejoint aussi la question de la contraception et des hommes. D'abord les hommes, ils ont le temps pour faire des enfants, hein, jusqu'à longtemps. Ils ont ce temps-là, ils l'avaient avant la contraception, ils l'ont toujours. Et s'ils ne veulent pas de la contraception parce qu'ils l'entendent comme de la castration, c'est parce qu'ils veulent conserver le temps. Et les femmes n'ont pas le temps. Donc, s'il y a un lien à faire avec la question que vous posez, moi, je la prendrais de ce côté-là. Et c'est là où on voit que contraception ou avortement, puisqu'on sait aussi que les avortements peuvent entraîner des difficultés, bon, bref, nous restons, nous, de toute façon, soumis au temps. Et alors, ça, la longévité, c'est une chose, mais si on a gagné sur la maîtrise de la nature, en tout cas, la nature qui nous fait face, c'est ce que j'appelle le temps. Et d'ailleurs, même quand on met un enfant au monde, ça c'est un geste pour toujours. Ça aussi, c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours un petit peu surprise. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gestes qui sont pour toujours. Mais ce geste-là de mettre un enfant au monde, c'est pour toujours. Donc voilà, moi, c'est le rapport au temps qui m'aime. Est-ce que l'une de vous deux, mesdames, peut répondre à ce que disait Israël tout à l'heure, en citant très précisément les adolescents qui seraient, un adolescent par définition, ça a toujours été en crise, quelle que soit l'époque, mais qui serait plus en crise aujourd'hui parce qu'il y aurait, je ne sais pas comment c'est le mot, altération de la paternité, mais une modification de la paternité qui s'exposerait sous leurs yeux. Est-ce que c'est une des conséquences de cette modification du rôle du père, de la place du père, de l'image du père, qui provoque la crise qui serait, d'après Israël, pertinemment forte actuellement parmi les adolescents? Aussi un élément social qui est extrêmement important. Vous allez dire que je choisis des exemples extrêmes, mais les adolescents en crise, dont le père est au chômage ou qui n'a jamais rien gagné, dont la mère arrive tout juste à joindre les deux bouts 6 ans dans une famille monoparentale, c'est-à-dire, justement, il n'y a pas que la famille monoparentale, il y a la famille où le père est là, mais il ne peut rien apporter. Pas seulement moralement, intellectuellement, mais même de façon pratique, où il n'y a pas d'argent à la maison parce que le père a une image extrêmement dévalorisée. Je pense que c'est au moins aussi important que la place, comment dirais-je, domestique, imaginée du père dans le couple. Il me semble qu'il y a là une image, justement, de valeur qui est complètement, qui se délite. Et je pense aussi que notre société s'est affichée, je sais, qui veut tout et tout de suite, donne des désirs ou des besoins, ça serait peut-être plus juste, aux jeunes, que lorsqu'ils n'arrivent pas à les satisfaire, ils ont l'impression que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, selon la fameuse formule. Il me semble que c'est beaucoup plus vaste et qu'il n'y a pas là que ce qui serait, entre guillemets, je pense bien qu'Israël ne voulait pas aller jusque-là, une déchéance de la fonction paternelle. Il me semble qu'il y a énormément d'éléments qui sont extrêmement importants là, et bien sûr, il y a aussi l'image du père qui n'est pas là.
c'est cette image enfin proche, dans ces nombreuses familles monoparentales, et tu parlais du père qui se fait la malle alors que la femme est enceinte, et ce qu'on voit et qui nous attriste, c'est vraiment quelque chose d'horrible, c'est lorsqu'on s'est... le couple, comme nous, médecins, nous sommes donnés du mal, en étant très heureux de nous en donner en assistance médicale à la procréation pour aider à la survenue de cet enfant que l'on nous demande, entre guillemets, et que le couple éclate alors qu'on annonce que la femme est enceinte, ou il éclate lorsqu'elle accouche. C'est fréquent, ça? Fréquent, non, mais ça existe, on en a tous rencontré. Je suis incapable de donner le pourcentage, mais ça existe. Ou de ces femmes qui viennent nous voir en disant qu'elles veulent commencer une grossesse, qui viennent nous voir 2 mois plus tard, ça y est, merci, mais je n'en veux plus. Mais en fait, le pire, c'est quand on a tous travaillé pour obtenir cette grossesse, mis tous les fameux moyens techniques en route, et que le couple éclate. Alors, est-ce qu'il éclate à cause de ça? Est-ce que nous sommes partie prenante dans l'éclatement du couple, ou est-ce qu'on n'a pas été capable, la femme ou nous, de voir plus clairement les choses, que nous ne pouvons pas, nous, médecins, même si on est les gynécologues et les médecins de l'intime, aller trop loin. On ne peut pas, lorsqu'on vient nous... Les analystes, au tout début de la procréation médicalement assistée, nous ont dit, vous ne devriez pas le faire si vous n'êtes pas sûr du désir de la femme ou du couple. Comment est-on sûr du désir? Nous, médecins, qui essayons de ne pas être que techniciens et d'écouter et de voir, on ne peut pas aller jusque-là non plus. Et là, je trouve que c'est un des très très gros problèmes. Je voulais encore dire quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Non, mais c'est pas grave, parce que je rebondis sur vous deux, mesdames. Vous disiez à l'instant que l'histoire de la contraception, c'est une révolution qui est encore en route, qui reste encore largement écrite et dont on ne mesure pas encore toutes les conséquences. Je ne trahis pas, je synthétise, mais je ne trahis pas votre propos. Les hommes... Ouais, moi je vais parler, me coupe le micro, c'est pas bien ça. Les hommes, moi j'approche de la soixantaine, on a tous été élevés selon un certain modèle quand on était petit, hein, aussi, il ne faut pas oublier ça. Hein, attendez, laissez-moi parler, j'ai le droit. Voilà, on a tous été élevés selon un certain modèle. Donc, et soudain on a vu arriver, moi j'en fais partie d'ailleurs, ce qui me concerne avec plaisir, les femmes qui soudain se lèvent et disent mon corps m'appartient, c'est mon choix, je fais un enfant quand je veux, avec qui je veux, comme je veux. Moi personnellement, j'étais plutôt pour ça, ça me plaisait bien les femmes libres, hein, ça me plaisait bien. On peut comprendre que certains hommes ont été un petit peu déboussolés par ça. Et la phrase importante sur ce sujet, parce que c'est le cœur du débat, est-ce que la contradiction modifie-t-elle la famille? Et donc on parle des mâles, parce que dans une famille il y a aussi des mâles de temps en temps, il y a des familles du même sexe, il y a des mâles de temps en temps. Elle a dit à l'instant, il faudrait au niveau des adolescents, on les aide comment vous avez dit le terme, à franchir le pas, on les aide à être autrement qu'ils sont face à la contraception. Il faudrait leur en parler aussi de façon à ce que la contraception, ce soit un dialogue entre l'homme et la femme, et que tout ça s'harmonise à peu près bien. Je synthétise. Ça n'est pas fait encore aujourd'hui, ça, mesdames. Ça n'est pas fait encore aujourd'hui, ça. Il faudrait que ce soit fait, non? Une phrase. Vous dites que vous avez été pris dans des représentations, etc. Vous êtes allé à l'école maternelle. Pourquoi on ne pourrait pas arrêter en France? On doit continuer à dire maternelle pour parler d'école, de kindergarten, hein? Pourquoi on dit maternelle en France? C'est juste ça que je vous réponds, c'est tout, on ne peut pas en dire plus. Mais je veux dire, vous posez cette question-là qui n'est pas seulement donc la question des hommes, c'est aussi de cette place de la maternité telle qu'elle est valorisée de manière perverse dans cette société. Donc, moi je suis pour changer l'école maternelle. Allez, on change. En tout cas, je peux vous dire, témoigner, Israël va conclure. Pardon? Il y avait... Non? Un petit mot, Véronique, et puis... Il y a trop de choses à dire, donc vraiment, je crois que c'est difficile. Ouais. Bon, Israël va donc conclure. Moi, je peux vous dire qu'on a assisté là à un débat très intéressant, et y compris dans les silences et dans les absences. C'est vrai que le sujet est un peu complexe parce qu'il intrigue des questions personnelles, sociétales et politiques, et que peut-être qu'en 2 heures il y avait beaucoup de choses à aborder. Ceci dit, merci aux orateurs d'avoir été aussi brillants et merci au public d'avoir été aussi nombreux.